Eh ben, bonjour Christophe. Alors Bonjour. maintenant tout le monde te connaît, hein, mais parce qu'il y a déjà eu un premier épisode. Mais pour ceux qui auraient raté le premier épisode, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Christophe Tézenas du Moncel. Je suis, associé avec Didier Bernard dans le cabinet, dans la banque d'affaires Rainmakers, Partners qui est à Grenoble et nous sommes une boutique, d'entrepreneurs, et spécialisés dans les opérations capitalistiques. Nous accompagnons les entrepreneurs qui veulent faire des opérations capitalistiques, donc c'est soit des levées de fonds, soit des cessions, des acquisitions, ce genre de choses. Et je fais ça depuis 4 ans seulement. Avant, j'étais industriel, essentiellement dans le domaine de la santé. D'accord. Alors aujourd'hui, moi j'aurais une question à te poser autour de, bah, c'est qui le patron? Comment on gère le contrôle? Et puis quand on est tout seul, ça va, c'est facile, j'ai 100 du capital, je suis le patron, je suis maître chez moi. Mais quand on est en communauté de biens, comment on fait avec les associés, qui fait quoi? Voilà, Mmh. comment on fait? Alors le parallèle est très bien. La communauté de biens, c'est un vocable qui renvoie au mariage et quand on fait rentrer, des associés dans le capital de sa société, souvent on dit qu'on fait une sorte de mariage et j'aime pas trop le parallèle, mais en réalité, il s'impose quand même. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Enfin, ça, c'est le choix des associés. Par contre, ce qui est clair, c'est que, le choix personnel des associés. Par contre, au niveau professionnel, il est hyper important, quelle que soit la nature des associés qui rentrent, que ce soit des gens proches, des gens inconnus avant, des gens très financiers, des gens opérationnels, des gens qui sont beaucoup plus vieux, donc qui ont une vision patrimoniale, ou des gens beaucoup plus jeunes qui ont une vision plus aventure. Quelle que soit la nature de ces associés, il faut faire un contrat. Pour le professionnel, on appelle ça un pacte d'associés. C'est hyper, hyper, hyper important. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pacte? Peut-être que c'est ta Ouais, prochaine ouais, question. ouais, j'ai bah, moi je connais les contrats de mariage, mais là, c'est un peu ça. Et déjà, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met pas dedans? Ouais. C'est vaste. Pour filer la métaphore, matrimoniale, le contrat, ça sert que quand on divorce. Le contrat de mariage, ça sert quand on divorce. Et ben, le pacte d'associés, c'est la même chose. Ça va servir quand on va divorcer. Mais effectivement, on peut se dire: «Mais on s'entend bien, c'est génial, on partage la même vision, on a envie de travailler ensemble, c'est super». Oui, sauf que la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, eh bien, des choses, enfin, la situation ne sera pas tout en rose et il y aura des difficultés et quelquefois les difficultés peuvent être extrêmement importantes Ouais. dans l'entreprise et dans ces moments-là, il faut avoir prévu, ce qui se passe et dans le contrat, dans le pacte d'associés, on va prévoir qui a le droit de faire quoi, qui a le droit de s'opposer. Quelles sont les décisions, enfin, comment est-ce qu'on va prendre des décisions dures, qui sont par exemple des décisions de sortie d'exclusion d'un associé? Pour quelles raisons? Sous quelle forme? Les associés rentrent en mettant de l'argent, en échange, ils ont des parts sociales de la société, des Mmh actions, mh. donc qui valent ce qu'elles valent et beaucoup des clauses du pacte d'associés vont, tourner autour justement de la valorisation de ces actions. L'idée, c'est de vraiment traiter les soucis, très en amont pour éviter d'en arriver à des situations où on aurait des batailles d'avocats et surtout où on aurait en fait le recours à dire d'experts, c'est-à-dire quelqu'un d'étranger, un expert mandaté par le tribunal de commerce qui viendrait évaluer la valeur de la société et cetera et donc forcément, l'intervention de cette personne est parfois absolument indispensable, enfin parce qu'on est sur des situations totalement bloquées, mais dans ce cas-là, c'est très frustrant, en général pour tout le monde. Donc Mmh, pour mmh mh. éviter d'en arriver là, il vaut mieux avoir prévu les situations difficiles. Et moi, les choses, que je vois régulièrement, c'est par rapport à la sortie. Ouais. On on n'a plus la même vision, voire on se fâche avec, un associé et on voudrait se séparer. Soit il y a pas de pacte d'associés, ce qui est c'est mal, hein, c'est péché mortel, hein, tu vas en enfer direct. Et ou alors il n'a pas été suffisamment bien rédigé. En fait, quelles sont les possibilités justement quand, le chacun, soit qu'il y a conflit, soit juste,
quelqu'un veut partir faire un autre chemin, aller vers une autre aventure. Comment on gère ces clauses de sortie? Quelles sont les différentes, possibilités? Mmh. Alors là, on parle effectivement des sorties où ça se passe pas très bien. Il y a on Dans le pacte d'associés, on parlera aussi des sorties où ça se passe bien. Oui, Ouais, mine de rien. La répartition de la valeur, c'est pour oui, ça ça qu'on peut est être là. Alors juste, effectivement, je veux faire une autre aventure, quoi, hein. pas de souci. Alors, il faut déjà préciser que le pacte d'associés est un document, privé, sous seing privé, entre les parties, donc il n'est pas public, contrairement aux statuts qui, eux, sont publics. Dans D'accord. les statuts, par la loi, on doit mettre certaines choses, les SARL, les SA, et cetera. Il y a obligatoirement certaines mentions, en particulier sur ce qu'on appelle les cessions d'actions entre les associés. Donc ça, c'est déjà réglementé, en particulier dans les SARL, c'est assez réglementé. Souvent, les sociétés sont des SAS, sociétés par action simplifiées, et donc, en fait, les statuts sont très libres et ils comprennent pas grand-chose, justement, concernant les cessions ou les mouvements d'actions. Et tout Mmh mh, mmh. est défini dans ce cas-là, dans le pacte d'associés. Donc c'est très important de faire un pacte d'associés, c'est d'autant plus important quand on est en SAS. Et on va avoir des sessions, différents types de sessions. Des sessions où tout le monde est d'accord, et puis des sessions où, au contraire, hem, enfin, qui seront consécutives à une bagarre. Donc les sessions où tout le monde est d'accord, c'est très encadré. Est-ce que ce sont des sessions entre associés qui sont déjà là? Est-ce que ce sont des sessions avec des nouveaux associés qui entrent? Enfin, un associé qui est déjà là et qui souhaite sortir et qui a trouvé un nouvel associé, par exemple. Donc là, il faut vraiment prévoir ces 2 cas, qui sont très importants. On peut dire que ça, c'est quand ça se passe bien, c'est le cours normal des choses. Quelqu'un veut effectivement partir, il veut faire autre chose, il a quelqu'un d'autre dans la manche, qui partage la vision, qui est agréé par les associés qui vont rester, et le transfert se passe plutôt bien. C'est prévu, donc il faut le prévoir, enfin, il faut le prévoir dans le pacte d'associés de façon à ce que on n'ait pas de mauvaise surprise. Donc, Mmh en mh, général, mmh. ce qui se passe, c'est que l'associé qui veut partir dit à tout le monde: «Voilà, je veux partir, mais j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette personne rentre? Et si, vous êtes d'accord pour que cette personne rentre, voilà à quel montant je vends mes parts». En général, les associés qui restent ont un droit de préemption. Bah, si tu pars et que tu vends tes parts, bah, moi, je veux les acheter en premier. Tout ça, ça se passe, alors c'est pas toujours très sympa quand un associé part, mais ça, c'est, je dirais, les moments où ça se passe bien. Il Oui, peut y avoir des ouais. tensions, où on n'est pas d'accord, machin, je te rachète tes parts, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, et cetera. Bon, ça, OK, c'est impeccable. C'est pas forcément des moments très faciles à vivre, mais heu, ça se passe plutôt bien, et in fine, l'aventure continue. Et puis Là où ça se passe mal, le comment on calcule la valeur, des parts aussi? ah mais ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, soit l'entreprise a déjà pas mal de vie derrière elle, elle a éventuellement fait plusieurs opérations capitalistiques déjà. Donc il y a déjà des valorisations qui ont été faites. Si elle n'a pas fait d'opération capitalistique, bah, on a fait au moins une quand, les associés nouveaux Mmh sont mh. entrés, il y a eu une valorisation. Après, on peut décider entre associés de dire: «Bah, ça, la valorisation a progressé ou la valorisation n'a pas bougé, voire elle a régressé». Ça, justement, le pacte d'associés est intéressant parce que c'est les associés qui sont dans la société vont se mettre ensemble et Mmh mh. décider ensemble, et c'est privé. Bon, alors évidemment, il y aura ensuite des mouvements de parts qui seront enregistrés, ça c'est clair, donc il y aura des valorisations, donc faut faire attention à ça. Mais en même temps, ça se passe, hem, de façon relativement fluide. Hem, le souci, c'est quand justement ça se passe pas de façon fluide. Parce que là, ceux qui vont partir vont dire: «Ça vaut, j'ai la valeur, j'ai apporté énormément de valeur, donc mes actions, elles sont très chères», et puis ceux qui vont dire: «Non, mais tu nous emmerdes», entre guillemets, en réalité, tu es en train de mettre en danger le projet, donc en fait, les actions que tu vas vendre, elles sont pas du elles sont il faut que tu les vendes à la casse, et cetera, et là, on a vraiment des difficultés. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est de prévoir ces moments-là, Mmh mh, et mmh mh. on a plusieurs il y a deux trois grandes clauses qu'on va utiliser dans les pactes. Il y a les clauses, d'exclusion, et puis il y a les clauses de ce qu'on appelle des leavers. Bad leaver, medium leaver, good leaver. Donc le leaver, en bon français, celui qui s'en va, Mmh mh. et puis on va dire, est-ce qu'il s'en va pour des bonnes raisons, pour des raisons moyennes ou pour des mauvaises raisons? Et puis, sur, l'exclusion, on peut dire, il y a aussi une autre clause qu'on appelle la clause revolver, c'est carrément le Far West.
les associés peuvent plus se voir, ils peuvent plus s'encadrer. Il y en a un qui dit: «Je te rachète», l'autre dit: «Non, moi, c'est moi qui te rachète». OK, ils écrivent chacun un courrier, ils mettent dans une enveloppe et puis, lors d'un comité bien restreint, on ouvre les enveloppes et c'est le mieux-disant qui l'emporte. Et dans ce cas-là, celui qui est le moins-disant, heu, a signé comme quoi il partait Mmh mh. Mmh. et il ne peut pas s'y opposer. C'est dans le pacte d'associés, c'est signé, voilà. Donc ça, c'est la clause Far West, quoi. Mais à la limite, ça peut être très intéressant parce qu'une clause comme ça, elle a l'immense avantage de pousser les associés à se parler Mmh avant mh. avant d'aller trop loin. Les clauses de leaver, c'est pareil et les clauses d'exclusion, alors les clauses d'exclusion, oui, enfin ces 3 clauses, ont pour, objectif de faire que les associés se parlent avant d'en arriver là. Mais c'est quand même, s'ils ont pas réussi à mettre, à planir leurs difficultés, ben, on peut activer ces clauses. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une clause d'exclusion? Il y a des raisons, il y a des motifs d'exclusion. Le motif classique, c'est le manque de loyauté, c'est-à-dire la personne est partie faire autre chose et puis c'est concurrentiel. Ou alors la personne est partie faire autre chose et elle s'occupe absolument plus du tout de l'entreprise. Donc c'est pas concurrentiel au niveau du produit, mais c'est concurrentiel au niveau du temps. Donc c'est sûr qu'au début du pacte d'associés, on dit que les associés sont dans l'entreprise et qui vont accepter d'allouer 80 à 90 de leur temps ou plus à la société. Si un associé s'en va et qu'il n'alloue que 5 ou 0 de son temps à la société, clairement. Et là, sur une clause comme ça, ce qu'il faut, c'est la preuve, tout simplement. Mais Mmh la preuve, mh. elle est facile à apporter. Quand on t'appelle, tu es jamais dispo, quand on fait une réunion à 10 heures, tu es pas là, quand on fait une réunion à 15 heures ou à 17 heures, tu es pas là, quand on t'écrit un mail, tu réponds, 3 jours après. Enfin, c'est quand même relativement, facile, hein, Mmh de mh. montrer et on t'a vu à cet endroit-là et on sait que ça, bon, voilà. Et là, on est un peu dans les enquêtes de détectives, machin, enfin, mais quelqu'un peut être exclu, pour ça. Il peut aussi être exclu parce que son comportement est injurieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il passe son temps à engueuler, et injurier, ses associés lors des, AG ou lors des comités opérationnels, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être, on peut tout simplement le faire acter par exemple, un avocat qui est là et qui est un témoin et qui va dire: «Oui, j'ai entendu monsieur ou madame machin dire ça, ça, ça et ça». Hem, alors, ce sont des on est dans ce cas-là, si tu veux, dans le domaine de la preuve. Il faut apporter la preuve que. Ouais Et et l puis oui, pardon, vas-y, termine, oui. pardon, et puis les leavers, les quitteurs, donc bad, medium, bon. Un bad liver, c'est typiquement ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire quelqu'un qui manque de loyauté, qui passe plus assez Mmh de mh. temps, qui est dans une opération, concurrentielle. Et puis il y a des choses, qui arrivent dans la vie. Par exemple, on peut avoir un accident, sa conjointe peut avoir, une maladie grave, voilà, c'est pas souhaitable, mais les accidents de la vie arrivent et dans ce cas-là, on part pour de bonnes raisons. Ouais, ouais, On ouais. part pour de bonnes raisons. Et le Ça médium, j'insiste, Vas-y, qui est vas-y. entre les 2 parce que moi, au début, il y a une dizaine d'années, on avait que good et bad et puis, c'était un peu blanc et noir et puis on a créé un truc au milieu. Alors voilà, si c'est pas s'il y a pas eu d'accident de la vie, mais que clairement tout le monde est d'accord pour dire: «Allez, ça suffit, il vaut mieux que tu partes» et puis, la personne dit: «Ouais, c'est mieux, on va partir», donc en fait, c'est un peu le divorce à l'amiable Mmh mh, et mmh. dans ce cas-là, on dit: «Bon, bah, OK, tu pars». Et pourquoi on va et ces clauses sont importantes parce qu'elles vont en fait définir comment, la façon dont on va calculer la valeur des actions. Donc tous les associés signent une promesse de vente. Si jamais ils sont, entre guillemets, «convaincus», heu, qu'ils sont fautifs, ils signent la promesse de vente, donc ils peuvent pas s'y opposer. Par contre, les autres signent une promesse d'achat et on on liste de façon très précise comment est-ce qu'on va calculer la valeur de la société des parts. Et évidemment, quand on est bad liver, et ben, on prend la dernière valeur connue et puis on fait une super décote monstrueuse de 60 à 80, enfin quelque chose d'absolu. L'idée, c'est de vraiment, faire en sorte qu'aucun associé n'ait intérêt à se mettre dans cette position-là. Et à l'inverse, là, donc on parle des situations plutôt conflictuelles ou enfin, où il y a un désaccord, voilà.
est-ce qu'il y a des clauses qui peuvent au contraire alors de ce que pardon, je reprends, ce que tu me disais quand on préparait l'échange, c'est que déjà le fait que ce soit écrit, la personne sait à quoi elle s'expose, dans tel et tel cas et que du coup elle aura déjà plus tendance à rester dans les clous. Est-ce que, si on touche le bouchon, est-ce qu'il peut y avoir des clauses, des fonctionnements qui, au contraire, incitent, un comportement qui est favorable à l'entreprise? Alors, tout à fait et souvent ces clauses-là, on les rencontre au moment de la sortie, dans ce qu'on appelle les clauses de liquidation et alors on appelle ça, une, heu, une cascade, un waterfall Mmh mh. de clauses, de liquidation et ça aussi, c'est un des éléments qui sont extrêmement importants dans le pacte d'associés. Parce que, pourquoi? Parce que ça, c'est un élément qui peut directement rééquilibrer une négociation sur la valo d'entrée qui serait pas aussi bonne que prévu de la Mmh part mh. de l'associé de la personne qui ouvre son capital. Souvent, on va se focaliser sur la valo. Ma boîte, elle vaut ça, nanana, et si jamais et je fais une valo à ce montant-là parce que sinon je vais être trop dilué, machin et cetera. OK, c'est parfaitement entendable, il y a pas de souci. Mais on peut dire, et ben, dans ce cas-là, pour que tu sois pas enfin, tu risques effectivement d'être dilué, mais par contre, on va mettre en place des mécanismes de relution ou de récompense. Donc la relution, c'est clairement le BSPCE par exemple, hein, le bon de souscription, pour les créateurs, d'entreprises et là, ça permet de créer une sorte de stock option qu'on exerce à certains moments et qui permettent aux dirigeants qui s'est dilué de se reluer moyennant, une performance qui doit être Mmh mh. définie. C'est un contrat spécifique qui doit être défini. Ça, c'est pour la relution. La seconde partie, heu, qui est très importante, c'est lorsque ça se passe bien, qu'on arrive à la fin des 5 ans de présence de l'investisseur financier, classique et là, il veut sortir et donc il va vendre ses parts et donc il va y avoir une valorisation, une méga valorisation. Là, c'est Mmh vraiment mh, un mmh. gros processus de valorisation et là, l'entrepreneur, enfin, les dirigeants qui ont ouvert le capital peuvent dire: «OK, vous allez faire une plus-value, heu, mais c'est nous qui l'avons faite cette plus-value par notre travail, c'est pas vous. Donc il serait normal que vous partagiez, la plus-value à partir d'un certain seuil. Donc le fonds d'investissement va vouloir faire une plus-value fois 4 fois 5 quelque chose comme ça, ou plus. Donc s'il met 1 000 000, il veut sortir avec 5 millions. S'il met 10 millions, il veut sortir avec 50 millions. Mais Mmh mh. si, voilà, la société vaut beaucoup, beaucoup d'argent et que il sort pas avec 5 millions, mais il sort plutôt avec 6, 7 ou voire 10, alors sur la partie excédentaire, il va en rendre une partie au fondateur, D'accord, ouais, ouais, ouais. vers le capital. Ça s'appelle un partage de la valeur et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors c'est pas une relution, mais c'est une récompense. Pour la relution, on a les BSPCE et puis souvent ce qui apparaît également dans le discours, pardon, de ceux qui ouvrent leur capital, c'est: «Je vais être dilué, donc je vais perdre le contrôle». Non, on va passer de 100 le contrôle de la société à 80, voire 70, mais ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle. On perd, oui, en part, lors des AG, Mmh mh. mais par contre et on perd en cas de distribution de dividendes, encore qu'au début on distribue pas trop de dividendes en général, Non. heu, mais la réalité c'est qu'on c'est les 2 sont pas directement corrélés. Mmh mh. On passe de 100 de contrôle à 70 de contrôle, mais dans le pacte d'associés, on met aussi des clauses concernant la gouvernance. D'accord, d'accord et il y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec toi. Tu l'as juste nommé tout à l'heure, c'est les accidents de la vie. Il y a une maladie, un décès, forcément, ça arrive. On voit des personnes qui attrapent une maladie grave, Mmh. et cetera, qui sera incurable, ou tu as un accident, tu te retrouves handicapé, tu peux plus travailler ou tu décèdes, voilà, tu te casses la pipe en montagne et ça arrive. Ça devrait se préparer.
Et quels sont les différents dispositifs, quelles sont les bonnes pratiques et puis ce qui serait peut-être intéressant, c'est après ça, que tu nous présentes un peu des cas, soit où ça s'est bien passé, soit où ça s'est mal passé. Mais ça, on en Alors, parlera après, mais déjà sur les accidents de la vie. ouais, bah, il y a quelque chose dans la loi française et dans beaucoup de lois d'ailleurs qui est très adapté, qui s'appelle le mandat posthume. Donc qui se fait c'est pareil, c'est quelque chose qui est personnel, privé, qui se fait devant un notaire. Donc il faut se mettre d'accord avec une personne, heu, donc il y a 2 grands types de mandats. Il y a le mandat posthume et puis il y a le mandat, je connais plus tout à fait son nom, mais au cas où justement on est empêché. Mmh mh. Donc le mandat posthume, c'est si on décède et puis l'autre mandat, c'est si on est empêché de faire son boulot et il est très utile à ce moment-là de faire, plusieurs choses. Le mandat posthume, c'est clair, on demande à quelqu'un de, nous remplacer, si jamais on décède et on choisit, heu, finement cette personne. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait un mandat posthume? Parce qu'on décède, le conjoint ou la conjointe n'a pas forcément ni envie, ni les compétences pour prendre, la direction. Ou En plus, ou les enfants sont c'est le con mineurs, des choses comme ça, quoi. les enfants peuvent être mineurs en plus et pas tellement et pas forcément ni compétents ni avoir envie et en plus, en fonction du montage, qu'on a fait, soit par une holding par exemple, c'est pas forcément les héritiers qui sont désignés pour aller prendre c'est souvent quand même les héritiers qui vont en fait hériter des parts de la Mmh holding et mh. qui de facto vont devenir les les dirigeants de la société et ça peut être le conjoint, la conjointe ou les enfants et voilà et on boucle le cercle de la compétence et de l'envie. Donc par contre, si on dit dans le mandat posthume que, en fait, on va séparer la nue propriété, c'est-à-dire les héritiers vont posséder les actions, ça c'est normal, c'est la loi. Par contre, ils n'auront pas le pouvoir de gérer la société. C'est quelqu'un d'autre qu'on va bien choisir, qui a envie de le faire et qui sera d'accord pour le faire et qui a les compétences pour le faire, qui va être nommé de facto par application de ce mandat posthume comme le gérant comme le dirigeant pour nous remplacer dans la vie quotidienne et qui va prendre exactement les mêmes prérogatives que celles qu'on avait. Mais il Mmh mh. possédera pas les c'est tout. Donc dans le mandat, il est prévu, de la rémunération, il est prévu ce genre de choses, bien sûr et ça s'applique et ça s'impose à tout le monde. Ça ce qui est très intéressant dans ce type de mandat, c'est que ça donne du temps à l'assemblée des associés pour dire: «OK, on a perdu notre dirigeante ou notre dirigeant, mais on a quelqu'un qui connaît l'entreprise et qui sait enfin qui est un homme ou une femme d'entreprise et qui va pas prendre de décisions délirantes et qui va nous écouter et qui va organiser la succession réelle. Donc ça, c'est très, très important. Donc l'opérationnel, bon, bien sûr, il y a un gros coup parce que les décès des dirigeants, c'est toujours traumatique pour l'entreprise, mais au moins, on peut abaisser un petit peu le traumatisme, les conséquences du traumatisme. Et c'est évidemment la même chose pour le mandat, quand on est dans l'incapacité. Et là, j'aurais 2 conseils. Le mandat d'incapacité doit nommer un référent médical qui pourra aider à prendre les bonnes décisions parce qu'on peut être, maintenu en vie sous, PERF machin et cetera et c'est pas forcément ce qu'on veut. Mmh mh. 2, et puis, le don d'organes si jamais on est on est encore, pas trop vieux et pas trop abîmé et 2, la direction de l'entreprise aussi. Donc c'est très important parce que finalement, ces 2 mandats sont liés. Quelqu'un qui va parce qu'en fait le mandat médical va peut arriver au décès, in fine. Donc ces 2 mandats, sont très, très importants. Il sont faits devant notaire et comme ça les notaires, dans le cas où ça arrive, ils c'est organisé. Ça, c'est très important. Ça coûte pas vraiment très cher et ça permet de sécuriser les choses et ça montre en même temps aux associés qui vont rentrer que, bah, qu'en fait on est quelqu'un prévoyant, hein, on a voilà. Heu et avec tout ce qu'on s'est raconté, est-ce que tu aurais, un cas où justement ça a mis de l'huile dans les rouages, ça s'est bien passé et à l'opposé, un cas où ça a pas été bien traité et du En 2024, j'ai fait un très beau closing, c'était pas une grosse levée, moins de 2 millions, mais le dirigeant était très, très bon, très, très bon dirigeant, il avait 100 et clairement, sa première question c'est: «Oh là là, la valorisation, je vais me faire diluer». On avait en face de nous, un fonds d'investissement financier, vraiment tourné vers l'industrie donc intéressant, communauté de vision et eux disent: «Bah oui, mais nous, la valo, on ne va pas monter, là où vous mmh pensez être. mh. Pour nous,
c'est largement inférieur, donc on va mettre, un peu moins de 2 millions. Donc ouais, la mécanique fait qu'on va effectivement diluer le dirigeant beaucoup plus que ce qu'il veut. Bah, et moi j'ai introduit les 2 sujets que je pensais les plus importants, c'est-à-dire le partage de la valeur, si ça se passe bien in fine, et la gouvernance au quotidien. Parce que souvent valo, dilution égale perte de contrôle au quotidien. Ça, c'est un fantasme, hein. Et on va en parler tout de suite. Et puis, par contre, ce à quoi ne pensent jamais les entrepreneurs, les entrepreneureux qui ouvrent leur capital, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le fonds va partir. Parce que si on ne fait pas attention à ces clauses de liquidation et qu'on voit les clauses de liquidation préférentielles s'appliquer en cascade, waterfall, on finit quelquefois, entrepreneur, par partir avec rien. Si le fonds a mis 2 millions, que la valorisation à la sortie, c'est 3 millions, que le fonds a dit, en fait, je suis d'accord pour partager la valeur, sauf que je me sers en premier, ces 3 millions, il va commencer par se rembourser les 2 millions, Mmh. il ne reste plus qu'1 million à partager, et à partager au prorata, ce qui fait que l'entrepreneur a fait passer sa boîte d'investisseurs de 1 à 3 à 3 millions, ou de 2 à 3 millions. Donc il a fait, c'est pas gigantesque, mais c'est quand même plus 50%. Et en réalité, il va ressortir avec quoi? 200 000 balles, 300 000 balles? Mmh, mmh mh. Franchement, après 5 ans de dur labeur, et cetera. Donc il faut faire très, très attention à ça et dire, en fonction de la valorisation, voilà comment les clauses liquidatives vont se passer. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre, du baume sur les blessures. Ça permet de changer l'attitude de l'investisseur quand il voit que ça va pas très bien. Plutôt que de dire: «OK, moi je m'assieds, j'attends, de toute façon je vais récupérer mes 2 millions». Si la clause liquidative est bien faite, il récupérera pas ces 2 millions. En tout cas, pas forcément immédiatement. Il y aura d'abord une partie, on peut tourner les choses pour que l'entrepreneur récupère aussi un petit peu avec le fonds, et qui se partage le reste de façon beaucoup plus équitable. Du Mmh coup, le mh. fonds va avoir tendance à dire: «Comment est-ce que je peux vous aider?» Parce que son intérêt, c'est d'aller faire des multiples. Ouais. Mmh mh. Et donc, avec une clause qui regarde très loin devant, on arrive finalement à changer l'attitude des gens qui sont au board. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est la gouvernance quotidienne. Et là, on établit dans le pacte d'associés des vétos et des limites. Par exemple, le fonds va dire, bah, l'entrepreneur ne peut pas engager l'entreprise au-delà de 50 000, 75 000, 100 000 euros pour faire des investissements, des embauches, des choses comme ça. Et là, il faut vraiment négocier âprement ces seuils. C'est important. Et là, Et dans le deal que j'avais fait en 2024, le fonds est arrivé, les seuils sont tous à 50 000 pour tout un tas de trucs, et on est sorti, les seuils étaient tous à 100 000. Voilà. mmh mh. Bon. Et du coup, l'entrepreneur s'est dit: «OK, je suis beaucoup plus dilué», il était dilué à 30% au lieu d'être dilué à 20%. «Je suis beaucoup plus dilué que ce que je prévoyais, mais je garde le contrôle de ma société. Et si ça se passe bien, je récupérais encore une plus-value». Voilà. Et les actionnaires sont ouverts, enfin les actionnaires, les investisseurs financiers sont tout à fait ouverts à ça. Ouais, ouais. C'est à cette négo, c'est vraiment une balance. OK, on vous donne plus de latitude. Par contre, on met des vétos sur ça, des trucs comme ça. Voilà. Et D'accord, on vous dilue plus, mais on accepte un partage de la valeur. C'est vraiment une négociation. du coup, un cas où par contre ça serait pas bien passé? Alors là, Histoire de heu faire peur à tout le monde, hein. ouais, bah, là, c'est clair. Un pacte d'associés centré uniquement sur des KPI, Key Performance Indicators financiers. Alors là, OK. Il n'y a que ça qui est important pour le fonds d'investissement. Le dirigeant est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, 20 ans, donc c'est pas tout neuf, mais il est encore jeune en âge et en expérience. C'est son 1er deal. Il a fini sous anxiolytique Il a fini, parce pardon? que sous anxiolytique, Ah oui, d'accord. parce que au final, sa vie a été bouffée par, le fait qu'en face de lui, il avait qu'un pur financier, c'est tout. Et il n'a pas et on peut définir des seuils très bas, des seuils Mmh mh. d'investissement très bas. Il était tout le temps en train de devoir demander la permission. Et donc
Au fur et à mesure que son entreprise, a grossi, il a pris de l'assurance, ce qui est normal, mais l'attitude du fonds n'a pas changé, Mmh, 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 mmh. parce qu'ils avaient signé ça comme ça. Et donc au final, la boîte a déposé le bilan, parce qu'en plus, au niveau de l'investisseur, le contact a changé. C'était un investisseur à l'origine qui était plutôt assez expérimenté, qui est parti et qui a été remplacé par un petit jeune qui a appliqué le pacte d'associés pur et dur. Mmh mh. Heu, voilà, et le pacte d'associés a été fait de façon vraiment trop financière Mmh mh, et mmh. uniquement financière. Donc avec des seuils très bas, avec des reportings incessants, avec des également des clauses qui disaient si vos KPI, enfin si votre chiffre d'affaires ne suit pas, le business plan ou s'éloigne trop du business plan, alors machin, alors ceci, vous allez donc il était l'employé, enfin le dirigeant était tout le temps en train de rendre des comptes à son investisseur. C'était pas un gros deal, c'était pas un gros deal. Le deal était à 7 millions, c'était pas gigantesque, Mmh mh, mais mmh. c'était une petite boîte, bien sûr, une PME, et elle a coulé parce que au final, le dirigeant, ne enfin, pouvait plus faire son boulot. Ça m'amusait parce que je me disais: «Mais ces gens qui demandent ce reporting, ça va être les mêmes qui se plaignent de l'administration». Mais finalement, ils font pareil. Oui, enfin, en tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est que le moment où on négocie le pacte d'associés, c'est un moment où, les positions sont égales. C'est-à-dire que l'investisseur veut closer. Pourquoi? Parce qu'il Mmh. a signé des letter of interest, parce qu'il signe pas des letters of interest à n'importe qui. Il reçoit 1 500 dossiers, il fait 15 letters of interest par an. Donc quand il a fait une letter of interest, c'est qu'il veut vraiment closer et qu'il a intérêt à closer et que toute l'équipe veut closer. Ça, c'est le bras de levier génial pour l'entrepreneur ou l'entrepreneureux qui ouvre son capital. Parce qu'en face, il ou elle sait qu'elle a un bras de levier. Évidemment, il ou elle sait que enfin, sa trésor est mauvaise, il faut impérativement rentrer l'argent, et cetera. Donc ça, il y a de la pression. Et là, notre rôle, c'est d'arriver justement à arriver malgré, la trésor qui s'épuise, malgré la situation qui est potentiellement difficile. Quand on ouvre son capital et qu'on va chercher de l'argent, ça veut dire qu'on en a vraiment besoin, ça veut dire qu'on en a plus trop sur son compte en banque, en fait. En tout cas dans la population que nous on suit, c'est-à-dire plutôt des TPE ou des start-up. Hem, OK, mais c'est pas parce que la trésor va très, très mal qu'il faut quand même ne pas, Mmh mh. heu bien s'occuper du pacte d'associés. Et c'est vrai que s'occuper du pacte d'associés, c'est très énergivore. En plus, il y a les avocats des 2 parties qui sont là et qui se cognent, clairement. Chacun bosse vraiment pour que sa partie l'emporte, et donc c'est là où c'est très intéressant et important d'être accompagné pour dire, pour évaluer avec celui ou celle qui ouvre son capital, il faut choisir ses combats. Voilà, il faut vraiment choisir ses combats, et nous, on va aider ces personnes à choisir leurs combats. Et ben, on a eu pas mal de matière aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe et Je t'en prie. en tout cas, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde de près et que c'est un vrai travail dans la préparation d'une association de Un processus, clarifier, voilà. c'est un processus. On revient au processus. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme données de sortie en ordre de valeur? Qu'est-ce qu'on a comme ordre Mmh comme mh. données d'entrée en ordre de valeur? Et derrière, il y a un processus. Très bien. Et ben, merci Christophe et Je t'en prie. puis on se retrouve bientôt sur les réseaux. Mmh. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir, Marc.